Bonjour, aujourd'hui on va voir le tissu musculaire. On va parler en détail de la cellule musculaire. Dans ce tissu, on ne va pas parler de la matrice car la partie principale de ce tissu, c'est la... Tout d'abord, c'est un tissu spécialisé dans la production du travail mécanique, c'est-à-dire la contraction musculaire. Il dérive de la couche embryonnaire moyenne, mésoderme ou mésoblaste. Les tissus musculaires sont faits des cellules musculaires qui s'appellent myocytes. Donc, en général, la cellule musculaire s'appelle myocyte. Mais on va voir plus tard que dans chaque type de muscle, on donne un nom particulier pour la cellule. Les cellules musculaires contiennent dans leur cytoplasme des protéines contractiles formant des myofilaments groupés en myofibrilles. Tout simplement, la cellule musculaire dans son cytoplasme contient des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine. Et ces deux protéines contractiles sont responsables du travail mécanique ou bien de la contraction musculaire. Le but de ce chapitre, c'est de parler en détail de la composition et le mécanisme et le mode de fonctionnement de ces protéines. Dans notre organisme, il existe trois types de tissus musculaires. Le tissu musculaire strié squelettique, qui a un mouvement volontaire sous le contrôle du système nerveux central. Le tissu musculaire squelettique, c'est le muscle qui est attaché au squelette par l'intermédiaire des tendons. Ensuite, le tissu musculaire myocardiaque ou myocardique, c'est-à-dire le cœur. C'est une forme hautement différenciée de muscles striés. La contraction de ce tissu est involontaire sous le contrôle du système nerveux autonome. Troisièmement, le tissu musculaire lisse, c'est-à-dire non strié. Les cellules sont non striées et encore sont involontaires, c'est-à-dire sous le contrôle du système nerveux autonome. On trouve ces tissus dans la paroi des vaisseaux, dans les organes viscéraux creux comme estomac par exemple, intestin, et dans les... On voit ici les cellules de trois types de tissus musculaires. Muscles squelettiques, muscles lisses et muscles cardiaques. Comme vous voyez, muscles squelettiques et muscles cardiaques s'appellent muscles striés et muscles lisses ici, c'est-à-dire absence de striation. On voit ici les striations, les traits sombres au niveau des cellules squelettiques et cardiaques. Comme vous voyez ici, la cellule a la forme d'un cylindre. Pareil ici, forme d'un cylindre, mais la différence entre muscles squelettiques et muscles cardiaques, bon, la première différence, la différence morphologique au niveau des cellules, que dans le tissu musculaire cardiaque, les cellules sont présentes des ramifications, comme vous voyez ici, sont des cylindres avec des ramifications. On va commencer avec le premier type de muscle squelettiques. Dans le tissu musculaire squelettique, la cellule s'appelle rhabdomyocyte. Encore, dans tous les tissus musculaires, la cellule s'appelle encore fibre. Donc, quand on dit fibre musculaire, c'est-à-dire la cellule musculaire. C'est l'unité fonctionnelle dans un muscle squelettique. C'est une cellule cylindrique longue. La taille de la cellule parfois peut atteindre plus de 5 cm de longueur. À contour régulier, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique et lisse, ne possède pas de prolongements ni de ramifications et présente une striation transversale. Pour cela, on l'appelle muscle strié. Nous avons vu dans le schéma précédent les striations. Et plus tard, on va voir quelle est l'origine de ces striations. La plus grande partie du cytoplasme est occupée par des myofibrilles dont l'ensemble constitue le myoplasme. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas, on ne connaît pas les myofibrilles ni le myoplasme. Mais juste pour dire que myofibrilles sont composées de myofilaments d'actine et myosine. Donc la majorité du cytoplasme contient des myofilaments d'actine et de myosine qui sont organisés dans des myofibrilles. Donc,
cette figure, on va voir les myofibrilles. Ici, les myofibrilles, donc, ce sont des cylindres. Plusieurs centaines, même plusieurs milliers de myofibrilles occupent la majorité de cytoplasme. L'espace occupé par les myofibrilles s'appelle, comme nous avons vu précédemment, s'appelle myoplasme. Donc, la majorité occupée par les myofibrilles. Et ici, on voit les striations transversales. À la périphérie de la cellule, on voit les noyaux. Plusieurs centaines, même plusieurs milliers de noyaux de forme allongée sont localisés à la périphérie de la cellule. Encore, la cellule a la forme cylindrique. Ici, nous avons une coupe cellulaire, pas toute la cellule. La membrane cytoplasmique s'appelle sarcolème. Dans le cytoplasme restant, c'est-à-dire le myoplasme occupe la majorité du cytoplasme et la partie restante s'appelle sarcoplasme. Dans le sarcoplasme et entre les myofibrilles, on observe les différents organites habituels. Plusieurs centaines de noyaux ovoïdes, on ajoute ici localisés à la périphérie de la cellule sous la membrane cytoplasmique. De nombreuses et volumineuses mitochondries. Les mitochondries sont dispersées, sont distribuées, sont présentes entre les myofibrilles. Et vous savez bien que la mitochondrie, c'est l'usine de l'ATP, de l'énergie. Encore, nous avons un REL très développé. Mais ici, la fonction de REL est très particulière. Le REL ici, c'est une citerne de calcium. Le calcium est essentiel pour la contraction musculaire. Et le REL ici a une localisation particulière. Le REL enveloppe les myofibrilles. Encore dans le sarcoplasme, nous avons un cytosquelette qui est formé principalement de microtubules et des filaments intermédiaires de desmine. La desmine, c'est une protéine qui fixe les myofibrilles entre elles. À la surface des myofibrilles, nous avons cette protéine de cytosquelette qui fixe les myofibrilles entre elles. Encore dans le sarcoplasme, nous avons des vacuoles lipidiques et des réserves importantes de glycogène, c'est-à-dire des vacuoles lipidiques et des vacuoles de glycogène. Les glycogènes, c'est un polymère de glucose polysaccharide composé d'une longue chaîne de glucose. Sont disposés près des mitochondries. Quel est le rôle de ces vacuoles? Sont utilisés comme source d'énergie. En cas de besoin, on récupère on dégrade, on coupe le glycogène, on obtient le glucose. Ensuite, on utilise le glucose pour la production de l'énergie. Pareil pour les lipides. Dans le cytoplasme, encore, on trouve des pigments rouges de myoglobine. Le myoglobine, la fonction de myoglobine est pareille comme la fonction de l'hémoglobine dans les globules rouges, c'est-à-dire la fixation de l'oxygène et amène l'oxygène vers l'intérieur de la cellule, exactement vers la mitochondrie, car la mitochondrie qui utilise l'oxygène comme accepteur final des électrons lors de la respiration cellulaire. La membrane plasmique s'appelle sarcolème et toujours doublée extérieurement, c'est-à-dire enveloppée par une lame basale. Pareil comme nous avons vu avant chez la cellule adipeuse. L'adipocyte était encore entouré ou doublé extérieurement par une lame basale. La cellule musculaire squelettique est incapable de se diviser. En fait, toutes les cellules musculaires sont mitotiquement inactives, ne se multiplient pas. La cellule constitue un syncytium, un assemblage, un groupe formé à l'état embryonnaire par la fusion de cellules précurseurs mononucléées qui s'appellent les myoblastes. Donc, quand on dit la cellule musculaire squelettique possède des centaines et des milliers de noyaux, c'est-à-dire elle dérive de la fusion de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de myoblastes qui forment finalement une seule cellule mature qui s'appelle
rhabdomyocyte qui est mitotiquement inactif. On voit ici dans ce schéma simplifié qui montre les myoblastes qui fusionnent pour former la cellule géante qui s'appelle rhabdomyocyte. Les cellules satellites, ce sont des cellules juste qui catalysent cette formation. Maintenant, le myoplasme, c'est-à-dire les myofibrilles qui se trouvent dans le cytoplasme. Comme j'ai dit avant, plusieurs centaines ou plusieurs milliers de myofibrilles s'étendent longitudinalement. Nous avons vu ça dans la figure précédente, d'une extrémité à l'autre de la cellule. Donc, les myofibrilles ont la même longueur que la cellule, mais sont plusieurs centaines ou plusieurs milliers dans le cytoplasme, dans la région qui s'appelle myoplasme, et occupent la majorité du volume cellulaire. Encore, nous avons vu ça. Si on fait une coupe longitudinale, on trouve que les myofibrilles présentent une striation transversale, des bandes sombres et des bandes claires. On va voir en détail comment on fait une coupe longitudinale et c'est quoi les bandes sombres et les bandes claires. Parce que c'est essentiel, c'est très important de comprendre la composition des myofibrilles pour comprendre plus tard le fonctionnement, le mécanisme de fonctionnement. Tout simplement, à l'intérieur de myofibrilles, nous avons les filaments d'actine et les filaments de myosine, donc les protéines contractiles. On revient à ce schéma. On voit bien que le myofibrile ou bien la myofibrille a la même longueur que la cellule. Elle est composée, ou bien elle contient des striations transversales. On voit ici les striations. Et les striations claires, ce sont les bandes claires. Et entre les bandes claires, il y a les bandes sombres. C'est ça, bande claire, c'est-à-dire isotrope, bande sombre, anisotrope. On va voir en détail la composition des bandes sombres et la composition des bandes claires. Comme vous voyez ici, bande claire s'appelle bande I, c'est-à-dire isotrope. Bande sombre, bande A ou bien anisotrope. Si on compare les deux, c'est clair que la bande A est plus grande que la bande I. On va prendre maintenant une coupe, une partie de la myofibrille, comme vous voyez ici dans ce rectangle, une coupe, et on va voir en détail la composition de la bande I et la bande A. Ici, une bande A, et ici, ces deux extrémités, deux bandes I. Donc, bande A, c'est-à-dire bande sombre, et bande I, c'est-à-dire bande claire. Tout simplement, la bande claire contient seulement les myofilaments d'actine. Donc, les bandes claires contiennent une seule protéine contractile qui est filament d'actine, ou bien s'appelle les filaments fins. Par contre, la bande sombre contient en rouge sombre, les filaments de myosine et les filaments d'actine. Donc, il y a les deux protéines, actine et myosine, dans la bande sombre. Pour cela, cette bande a un aspect sombre sous le microscope. Maintenant, à l'intérieur de la bande I, au milieu, exactement au centre de la bande I, comme vous voyez, on voit une ligne qui est en zigzag qui s'appelle strie Z. Donc, la bande I possède une ligne centrale qui s'appelle la strie Z. Cette strie coupe la bande I en deux. Et de part et d'autre, les filaments d'actine sont attachés à cette strie. Donc, strie Z, c'est le support pour la fixation des bandes des filaments d'actine. Maintenant, on voit ici sarcomère. Le sarcomère, c'est la région située entre deux stries Z successives. Donc, le sarcomère, c'est la
région dans la myofibrie entre deux stries Z successives. Le sarcomère encore s'appelle, c'est l'unité fonctionnelle et structurale de myofibrie et de la cellule musculaire. C'est la plus petite unité contractile. À l'intérieur de sarcomère, nous avons donc les filaments d'actine et filaments de myosine. On va voir maintenant plus de détails concernant le sarcomère et le mécanisme de contraction. Mais maintenant, il faut savoir que bande claire, c'est-à-dire seulement actine, bande sombre, actine et myosine. La bande claire est divisée en deux moitiés par la strie Z. Maintenant, la portion d'une myofibrie comprise entre deux stries Z successives constitue un sarcomère. Nous avons déjà vu ça dans le schéma précédent. Le sarcomère comprend une bande A, bande sombre, en région médiane au milieu, et deux demi-bandes I, c'est-à-dire de part et d'autre un demi-I. Donc le sarcomère est composé de 1 demi-bande I, bande A complète, plus un demi-bande I. C'est la plus petite unité structurale et fonctionnelle de la cellule musculaire, s'appelle l'unité de contraction. Donc, la myofibrie est un enchaînement de sarcomères. Chaque myofibrie est composée d'une séquence de plusieurs centaines, même plusieurs milliers de sarcomères. Les sarcomères de toutes les myofibries sont situés au même niveau, c'est-à-dire la bande sombre des sarcomères de différentes myofibries sont situés au même niveau. Pareil pour les bandes claires. Maintenant, comme j'ai dit avant, la bande A, la bande sombre ou bien la bande anisotrope est formée par des filaments épais de myosine et des filaments fins d'actine disposés parallèlement. La bande I est formée uniquement par des filaments d'actine. La bande A comprend en son milieu, maintenant on va parler de la bande A, en son milieu comprend une zone transversale plus claire, la bande au disque H. On va voir en détail la bande H. Regardez ici, c'est la strie Z et la strie Z, encore l'autre, la deuxième strie Z. Entre les deux, nous avons le sarcomère. Ici, c'est un demi-bande I. De l'autre côté, c'est la deuxième moitié. Donc, ici, disque ou bande I. Au milieu, la strie Z. Sur la strie Z sont attachés les filaments d'actine. Regardez ici, nous avons seulement filament d'actine. Et ce filament d'actine continue dans la bande ou disque A. Ici, la bande A, tout ça, la bande A. Nous avons filament de myosine et filament d'actine. Maintenant, à l'intérieur de la bande A, tout d'abord, le centre. Ici, nous avons une strie qui s'appelle strie M. Ressemble à la strie Z, mais elle est localisée au centre de la bande A. S'appelle la strie M. Strie M car elle contient une protéine qui s'appelle la myomésine. La myomésine, c'est une protéine qui constitue la strie M. Et quel est le rôle de la strie M? C'est encore le support, mais cette fois c'est le support de fixation pour les filaments de myosine. Donc ici, nous avons deux filaments de myosine. C'est le premier filament de myosine et de l'autre côté le deuxième filament de myosine. Donc, strie M, mais regardez, à l'intérieur de la bande A, ici dans cette région, on trouve seulement de la myosine. On trouve seulement la myosine. Donc, la région qui contient seulement la myosine s'appelle disque H. Disque H, elle est un peu claire, plus claire que ces deux parties de la bande A, car elle contient seulement de la myosine. Donc, maintenant, on connaît plus de détails concernant le sarcomère.
de sarcomère s'étend, on va voir ici, s'étend entre deux stries Z. On voit ici strie Z qui est sombre car elle contient, encore la strie Z contient une protéine qui s'appelle alpha-actinine. Donc ici strie Z, deuxième strie Z entre les deux sarcomères. Ici nous avons seulement les filaments d'actine. Ensuite ici la bande A qui contient actine et myosine ici. Au milieu la strie M qui contient la protéine myomésine. Regardez bien, de part et d'autre de la strie M, on trouve une petite zone, deux petites zones claires. Les voilà ici, qui constituent le disque H. Pourquoi sont claires ces deux petites zones? Car elles contiennent seulement, ou ces deux zones contiennent seulement de la myosine. C'est la composition en détail du sarcomère. Ici, ce modèle encore explique ou simplifie la composition du sarcomère. Ici, cette partie, cette zone rouge, c'est la strie Z. Au milieu ici, c'est la strie M. La couleur rouge, jaune, ici, c'est le filament d'actine. La région qui contient seulement le filament rouge, jaune, c'est un demi-bande I. Ici, nous avons la bande A, jusque-là, jusqu'à ce point-là. On voit que au milieu de la bande A, nous avons seulement la couleur noir et bleu marin. Ici, dans cette zone, s'appelle bande au disque H, car elle contient seulement de myosine. Et ici, actine et myosine. Bien sûr, cette région est plus sombre que celle-là sous le microscope. Maintenant, lors de la contraction musculaire, les filaments d'actine, ces filaments d'actine vont glisser vers l'intérieur. Donc, les filaments d'actine vont glisser vers l'intérieur et vont occuper le disque H. Le disque H, lors de la contraction musculaire, va disparaître. Pareil pour la bande I. Lors de la contraction, elle va disparaître car les filaments d'actine vont glisser à l'intérieur jusqu'à arriver à ce point-là, à la strie M. De strie Z, on voit ici actine, myosine, strie M, un demi-disque I car nous avons seulement actine, disque H ici car nous avons seulement myosine, disque A, c'est toute cette région. Maintenant, on va parler en détail de la myosine. La molécule de myosine comporte deux parties. Elle est composée de deux parties qu'on voyait ici. Une tige cylindrique, ici tige cylindrique ou bien s'appelle axe ou bien queue, qui se termine à l'une de ces extrémités. Regardez ici, la tige se termine à l'une de ces deux extrémités par deux têtes, comme vous voyez, deux têtes. On l'appelle encore de chaîne légère, car cette partie, la tige ou l'axe ou queue s'appelle encore la chaîne lourde, se termine par deux têtes ou bien par deux chaînes légères. Une tête interagit avec un site de liaison à l'actine, c'est-à-dire une tête interagit avec l'actine et la deuxième tête qu'on voyait ici possède une activité ATP-asique nécessaire à l'hydrolyse de l'ATP. Donc cette tête hydrolyse l'ATP, deuxième tête se lie à l'actine. Maintenant, pour le c'est la protéine de myosine, deux chaînes légères et deux chaînes lourdes, avec deux chaînes ou deux têtes, deux chaînes légères ou deux têtes. Maintenant, le myofilament épais ou myofilament de myosine est composé de plusieurs molécules de myosine qu'on voyait ici. Et chacune ici, c'est une molécule, sont assemblées ensemble de manière parallèle
Comme vous voyez ici, nous avons plusieurs têtes. Et chaque partie ici, chaque chaîne légère est composée, comme j'ai dit avant, de deux têtes. C'est la composition de la molécule de myomysine ou bien les myofilaments de myosine, pardon. Maintenant, on va voir la demi-bande A. C'est-à-dire si on fait une coupe au niveau de la strie M ici, jusqu'à l'extrémité de la bande A. On trouve bien sûr une partie ici, filament d'actine, mais nous sommes intéressés surtout par la myosine. On trouve les têtes, on trouve les têtes et les tiges des filaments épais. Les têtes et les tiges des filaments épais. Mais il faut noter que dans la bande H, c'est-à-dire ici, dans la bande H, on trouve uniquement des tiges. Par exemple, les têtes et les tiges sont présentes dans la moitié de la bande A, dans toute la bande A, mais les têtes sont surtout présentes dans la région où se trouvent les filaments d'actine. La strie M, bien sûr, comporte la protéine myomysine qui relie les filaments épais entre eux. شوفوا هيدا un filament épais relié avec un deuxième filament épais. Maintenant, le bande claire. صرنا بنعرف كل الديتاي هون. Chaque bande I claire contient des myofilaments fins ou minces d'actine avec des molécules. Maintenant, on va ajouter autres molécules avec les filaments d'actine. Dans les filaments fins, nous avons la protéine principale qui est l'actine avec deux autres protéines qui s'appellent troponine et tropomyosine. Le filament fin contient trois protéines, une protéine principale actine avec deux protéines secondaires troponine et tropomyosine. Mais les trois sont essentiels pour l'activité contractile. La bande claire est divisée transversalement en deux parties par une strie très dense s'appelle la strie ou ligne Z. Nous avons déjà vu ça. Le filament fin s'étend de part et d'autre de la strie Z sur toute la longueur de la bande I. La strie Z est composée d'une protéine qui s'appelle alpha-actinine. Encore, la strie Z constitue le point d'attache de ces filaments fins. Maintenant, l'assemblage ou la formation des filaments ou bien la composition en détail des filaments fins. Regardez ici, nous avons les trois protéines. Actine. Actine ici, c'est l'actine G, c'est-à-dire ce sont des protéines d'actine globulaire. Plusieurs actines, on va les assembler ensemble pour former le filament d'actine. Encore, nous avons la protéine qui s'appelle troponine et tropomyosine. Ces trois protéines vont s'assembler ensemble pour former le filament ou bien les filaments fins. Regardez tout d'abord ces protéines globulaires. On va assembler ces protéines pour former deux chaînes enroulées en hélice hélicoïdale. En hélice, bien sûr, hélice, c'est-à-dire hélicoïdale. Et sur ces deux chaînes protéiques hélices, on va ajouter la troponine et la tropomyosine. C'est le filament d'actine. Maintenant, quel est le rôle de la troponine et la tropomyosine? On va voir ça plus tard. Mais c'est le filament fin. Maintenant, encore autre détail ici. Mais ici, nous avons divisé la troponine en trois sous-unités. Comme vous voyez, la troponine est composée de trois sous-unités. Troponine I, troponine T, troponine C. Et chacune de ces trois protéines assure une fonction particulière. Donc, les filaments fins sont constitués de monomères globulaires, l'actine G, qui forment des filaments d'actine F. Quand on polymérise ces protéines, quand on fixe ces protéines globulaires ensemble, on va former un filament qui se présente en deux chaînes polypeptidiques enroulées en double hélice. L'actine G possède deux sites de liaison. Site de liaison, c'est un site sur lequel vient se lier la tête de la myosine.
Donc, si vous vous souvenez, nous avons dit que la molécule, la protéine myosine, était composée de deux régions. La chaîne lourde avec deux têtes ou chaîne légère. Deux têtes. Une des deux têtes se lie avec le site de liaison présente au niveau de l'actine et la deuxième tête possède une activité ATPasique. Maintenant, la tropomyosine encore est constituée de deux chaînes, mais constituée de deux chaînes courtes et nous avons plusieurs copies de tropomyosine sur le filament d'actine. Deux chaînes polypeptidiques en hélice alpha est située dans le sillon du filament d'actine F. Donc, la tropomyosine est localisée sillon, c'est-à-dire la région entre les deux filaments d'actine. Vu que nous avons dit ici que nous avons deux chaînes, donc la région entre les deux chaînes. Maintenant, la troponine, elle est constituée de trois sous-unités globulaires formant un complexe. Troponine T, troponine I, troponine C. La troponine T lie le complexe à la tropomyosine. Donc, nous notre TNT ou troponine T, quel est son rôle? Liaison avec la tropomyosine. Troponine I, deuxième protéine globulaire, troponine inhibe l'attachement des têtes de myosine à l'actine au repos. Par exemple, quel est le rôle de la troponine? Au repos, inhibe l'interaction entre actine et myosine. Maintenant, troponine C a un site de liaison pour le calcium. Donc, le calcium se lie sur cette protéine globulaire. Et maintenant, au repos, le calcium, j'ai dit avant que le calcium est stocké dans le réticulum endoplasmique lisse. Donc, ces trois sous-unités sont essentielles pour la contraction musculaire. Encore, il faut ajouter une autre protéine qui est présente dans la cellule musculaire qui s'appelle le filament élastique. Le filament élastique constitue un composant plus récemment connu du sarcomère, présent dans le sarcomère. Il est composé de la protéine qui s'appelle titine ou bien connectine. Connectine, il y a une connexion, liaison entre quoi et quoi. C'est la troisième plus abondante protéine. C'est la troisième protéine abondante dans le sarcomère après actine et myosine. Donc, dans la cellule musculaire squelettique, on dit, nous avons les deux premières protéines, actine, myosine. La troisième, c'est la titine. Maintenant, quel est le rôle de cette protéine qui constitue le filament élastique? Ancre, c'est-à-dire fixe les filaments épais, les filaments de myosine avec la strie Z. Voilà. Comment on fait ou pourquoi on fait cet ancrage ou cette fixation? C'est pour maintenir les fibres, les filaments de myosine dans leur endroit, à leur place dans le sarcomère. Joue un rôle dans le rétablissement de la longueur de repos du sarcomère quand un muscle est en état de relâchement. Regardez avec moi ici. C'est la strie Z en rouge, la strie M ici. En vert, c'est le myofilament de myosine. Regardez, cette chaîne, c'est la titine. Donc, la titine relie la protéine, le myosine avec strie Z, comme vous voyez ici. C'est la protéine اللي حكينا عنها اللي اسمها la titine ou la connectine. Maintenant, le réticulum sarcoplasmique lisse. Nous avons dit avant que le réticulum sarcoplasmique lisse enveloppe les myofibrilles. Regardez la couleur blanche ici, c'est le réticulum sarcoplasmique lisse. Le réticulum endoplasmique lisse dans la cellule musculaire s'appelle encore réticulum sarcoplasmique. Donc, le réticulum sarcoplasmique lisse enveloppe les myofibrilles. Comme vous voyez, il possède plusieurs ramifications. Il est composé d'une série de ramifications et entoure ou enveloppe les myofibrilles. Ce réticulum est rempli par les ions de calcium.
Encore, on voit ici de nouveau le réticulum sarcoplasmique en forme de canalicule de ramification qu'on voyait ici. Ces ramifications sont remplies contient à l'intérieur de ces ramifications circule le calcium, mais en général, le calcium est stocké ici, dans cette région-là. Ici s'appelle la citerne terminale. Donc ici s'appelle la citerne terminale. Ici, nous avons deux citernes terminales, couleur jaune foncé séparée par une couleur ici blanc, une couleur blanche ici. Donc la citerne terminale ici et ici sont remplies par les ions de calcium. Les ions de calcium viennent de la ramification pour stocker les ions de calcium dans les deux citernes. Ici encore, nous avons deux autres citernes pour le stockage du calcium. Maintenant, regardez avec moi la membrane cytoplasmique. C'est le sarcolemme. Et ces trous dans la membrane cytoplasmique, ce sont des invaginations au niveau de la membrane cytoplasmique. S'appelle tubule T. Pourquoi tubule T? Parce que ce sont des invaginations en la forme de lettre T. Ces invaginations, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique, envoient des prolongements vers l'intérieur de la cellule musculaire. Plusieurs invaginations et chacune, c'est-à-dire prolongement membranaire qui pénètre dans la cellule, et cette invagination, ce prolongement est en contact direct avec deux citernes, ici et ici même les autres. Chaque invagination s'appelle tubule T et le tubule T est toujours en contact avec deux citernes de part et d'autre. L'ensemble, tous les tubules T, c'est-à-dire tubules transversales, tous les tubules T dans la cellule musculaire forment ce qu'on appelle le système T. Donc, système T est l'ensemble de tous les tubules T. Maintenant, exactement où est le tubule T, on va voir maintenant que toujours localisation bien précise. La membrane plasmique présente des invaginations transversales qui s'appellent tubules T, disposées autour de la zone de jonction entre les bandes A et I. C'est-à-dire, le tubule T est localisé à l'extrémité de la bande A. Et de part et d'autre, nous avons deux citernes terminales. Donc, les citernes terminales encore sont localisées au niveau de la zone de jonction entre la bande A et I. Ensemble, maintenant, le réseau des tubules T constitue le système transverse ou système T. Ensemble, tous les tubules T dans la cellule forment ce qu'on appelle le système T. Maintenant, comme vous voyez dans le schéma précédent, chaque tubule T est entouré par deux citernes terminales. Donc, nous avons trois éléments. Un tubule T avec deux citernes. Trois, c'est-à-dire triade. Donc, au niveau de la jonction entre la bande A et la bande I, nous avons ce qu'on appelle le triade. Triade, c'est-à-dire deux citernes terminales remplies de calcium plus un tubule T. Le réticulum sarcoplasmique lisse est constitué par les canalicules. Nous avons vu les canalicules qui se réunissent périodiquement pour former des citernes terminales au niveau de chaque jonction pareille entre A et I. Maintenant, dans le réticulum endoplasmique lisse, nous avons des concentrations élevées de calcium, dont la libération dans le cytoplasme est responsable de la contraction. Donc, ce calcium est essentiel et très important pour la contraction musculaire. Lors de la contraction, on libère ces ions de calcium qui vont à l'intérieur des myofibrilles et vont directement au niveau de la troponine. Quelle troponine? Quelle partie de la troponine? Sous-unité troponine C.
Qui n'a quand même deux citernes de REL sont disposées de part et d'autre d'un tubule T. L'association des trois éléments forme une triade. C'est à son niveau que l'onde de dépolarisation se transmet du tubule T au réticulum. يعني l'onde de dépolarisation quand on stimule la cellule musculaire. L'acte stimulation de la cellule musculaire se fait par la libération de l'acétylcholine dans la jonction neuromusculaire. L'acétylcholine va induire une dépolarisation au niveau de la membrane cytoplasmique. Ou cette dépolarisation, on a des ondes de dépolarisation. Toute la membrane va se dépolariser. Donc, le tubule T encore va se dépolariser, vu que le tubule T fait partie de la membrane cytoplasmique. Donc, tous les tubules T se dépolarisent. Les tubules T sont à l'intérieur de la cellule. Donc, les deux citernes terminales situées de part et d'autre de chaque tubule T vont détecter cette dépolarisation et leur réaction, c'est l'ouverture des canaux des ions de calcium, des canaux des ions de calcium, et on va voir la libération des ions de calcium à l'extérieur. Maintenant, l'organisation des rhabdomyocytes. Comment les rhabdomyocytes sont organisés, sont groupés? On voit ici une masse musculaire, un groupe des cellules musculaires, une grande quantité de cellules musculaires. Extérieurement, le tissu musculaire est toujours enveloppé par un tissu conjonctif dense qui s'appelle épimysium, c'est-à-dire épi à l'extérieur. Épimysium, c'est un tissu conjonctif dense. Ensuite, l'épimysium possède des ramifications, des prolongements, des invaginations. Des invaginations qui dérivent de ce tissu conjonctif et chaque invagination va entourer un groupe de cellules musculaires. La membrane, l'invagination s'appelle le périmysium. L'épimysium pénètre dans le muscle, qu'on voyait ici sous forme et forme le périmysium. Périmysium ou ramification. Le périmysium qui cloisonne et divise les muscles en faisceaux. Donc, regroupe ou divise les muscles en faisceaux. Chaque faisceau est composé de plusieurs cellules musculaires. Maintenant, pareil encore, le périmysium encore se ramifie et chaque ramification va entourer maintenant une cellule. Par exemple, les invaginations du périmysium appelées endomysium. L'endomysium en sort tissu conjonctif lâche. Pénètre à l'intérieur des faisceaux musculaires pour séparer entre eux les rhabdomyocytes voisins. Donc, chaque rhabdomyocyte est enveloppé par un endomysium. Plusieurs cellules musculaires forment un faisceau et sont enveloppées par le périmysium. Plusieurs périmysiums, plusieurs groupes cellulaires musculaires sont enveloppés à l'extérieur par l'épimysium. Ici, on voit le mécanisme de contraction musculaire. Comme vous voyez ici en bleu, c'est la strie Z. De part et d'autre, nous avons les filaments d'actine. En rouge, c'est la bande ou bien la bande sombre, c'est-à-dire contient des filaments de myosine. Regardez comment on glisse les filaments d'actine vers l'intérieur et comment disparaît la bande H lors de la contraction. Même la bande I disparaît lors de la contraction. Mais la taille de la bande A reste constante. La taille de la bande A reste constante. Même la longueur des filaments fins, la taille des filaments fins et la taille des filaments épais encore restent constantes. Donc, lors de la contraction, les filaments d'actine glissent à l'intérieur du sarcomère. Le sarcomère se raccourcit. Regardez, la taille du sarcomère diminue. La taille de la bande I encore diminue. Et encore la taille de la bande H diminue. Et à la fin, quand la contraction est maximale, la bande H disparaît et la bande I disparaît. Il faut noter que bande A, bande H, bande I, ce sont des régions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici une protéine qui diminue de taille, mais juste la région ici qui est claire disparaît et ici la région claire disparaît. Ensuite, quand on revient au repos, tout redevient comme avant.
Ici, c'est un schéma qui explique seulement comment se fait la contraction. Quand on dit dépolarisation, c'est-à-dire ici, le récepteur de l'acétylcholine, par exemple, ici, on voit la dépolarisation de la cellule. Regardez l'onde de dépolarisation, comment circule à la surface et pénètre encore dans le tubule transverse, vu que le tubule transverse fait partie de la membrane cytoplasmique. Le tubule est en contact étroit avec les deux citernes de part et d'autre et à son tour, il va stimuler l'ouverture des canaux de calcium. Les ions de calcium sont libérés à l'extérieur et déversés directement à l'intérieur des filaments fins. الكالسيوم بيروح بيلزقوا على troponine C. La fixation sur la troponine C va stimuler la contraction musculaire. Donc, pendant la contraction musculaire, le sarcomère se raccourcit, مثل ما شايفين هون. La bande I encore se raccourcit. La bande H se raccourcit encore. Regardez la bande H ici se raccourcit et disparaît à la fin. Les deux bandes I et H disparaissent lors de la contraction maximale. Mais la bande A reste constante. Regardez, toujours la même taille pour la bande A. Encore, il faut ajouter que la taille des filaments d'actine et des filaments de myosine encore reste constante. Maintenant, un mécanisme de contraction. Théorie de glissement, du glissement des filaments. La contraction musculaire est marquée par le raccourcissement des cellules musculaires. Comment se fait ce raccourcissement? Provenant du glissement des filaments fins sur les filaments épais. Nous avons vu les schémas précédemment. Quand le muscle est au repos, les cellules musculaires sont relâchées. Il n'y a pas de contraction. Les filaments minces, c'est-à-dire les filaments d'actine et épais, filaments de myosine, ne se chevauchent que sur une petite partie de leur longueur. Chevauchement بيصير au niveau de la bande A. Chevauchement, c'est-à-dire sont proches. Maintenant, lors de la contraction commence, les ions calcium sont dans les citernes terminales du réticulum endoplasmique lisse. L'ATP est lié au pont d'union de la myosine. Le pont d'union, c'est-à-dire la tête légère. Nous avons dit que chaque protéine de myosine a deux têtes, deux chaînes légères ou bien deux ponts d'union. Donc, les ions de calcium sont dans le citerne terminal. L'ATP est lié au pont d'union de la myosine. لأنه عندها l'activité ATP asique, le pont d'union encore تعطيها énergie pour faciliter l'interaction avec actine. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'interaction car le complexe tropomyosine-troponine lié à l'actine s'interpose entre les têtes de myosine et les sites de liaison de l'actine. Donc, pour avoir une interaction entre myosine et actine, il faut libérer les sites de liaison. C'est-à-dire il faut déplacer le complexe troponine-tropomyosine. Maintenant, on va voir comment on va déplacer. On va changer la position de la tropomyosine et troponine. Quand la cellule musculaire est stimulée par un influx nerveux, l'acétylcholine est libérée, elle dépolarise le sarcolème. Sarcolème dépolarisé, c'est-à-dire tubule T dépolarisé. L'influx électrique est conduit à travers les tubules T jusqu'au réticulum sarcoplasmique qui libère ces ions calcium. هيدا الاسentiel, هيدا le point principal, le point clé de la contraction musculaire. Les ions calcium s'unissent ensemble à la troponine, se lient à la troponine. Quelle est troponine? Troponine C. Et provoque une modification de la conformation du complexe troponine-tropomysine. Donc les ions de calcium se lient à la troponine et provoquent un déplacement, change la position du troponine-tropomyosine. La tropomyosine se trouve alors déplacée vers l'intérieur du sillon de l'hélice de l'actine F. On déplace la tropomyosine, donc on libère le site ou les sites de liaison. Maintenant, les têtes de myosine s'accrochent au site de liaison de filaments d'actine ainsi exposés. Donc, le calcium se lie à la troponine, change la forme de la troponine et tropomyosine, donc change leur position
ce qui libère les sites de liaison. Maintenant, la tête, la chaîne légère de myosine se lie sur le site de liaison. Maintenant, cette deuxième tête possède une activité ATP asique, déjà possède l'énergie, ce qui maintenant facilite le glissement. Les têtes de myosine s'attachent et se détachent plusieurs fois pour produire une tension et tirer les filaments d'actine et les strizèdes vers le centre du sarcomère, c'est-à-dire de plus en plus loin dans la bande A vers la strie H. Donc, la tête de myosine, quand elle s'attache, se fixe sur le filament d'actine, l'ATP, l'énergie va changer, va glisser, va tirer le filament d'actine vers l'intérieur. Et cette opération est répétée plusieurs fois. C'est-à-dire myosine s'attache, tire l'actine vers l'intérieur, se détache, puis tire l'actine de nouveau. La longueur de la bande I et de la strie H diminue, entraînant la diminution de la taille du sarcomère. Nous avons vu ce détail avant. Alors que celle des myofilaments fins et myofilaments épais et de la bande A ne varie pas. Donc la taille, la longueur des filaments d'actine et myosine est invariable. Encore, la taille de la bande A est invariable. Comme ce phénomène de contraction se produit simultanément dans tous les sarcomères, c'est un point très important. Donc, cette contraction se fait dans une cellule quelconque, dans une masse musculaire quelconque. La contraction se fait en même temps dans tous les sarcomères de toutes les myofibrilles. Donc, la cellule musculaire raccourcit le muscle et le muscle également. Donc, quand toutes les myofibrilles, tous les sarcomères se contractent en même temps, c'est-à-dire toutes les myofibrilles se contractent, c'est-à-dire toute la cellule se contracte, c'est-à-dire toutes les cellules présentes dans le muscle se contractent. Nous avons vu avant l'organisation épimysium, périmysium, endophysium. Maintenant, dernière partie, l'hétérogénéité des cellules musculaires striées squelettiques. Donc, dans le tissu musculaire squelettique, on trouve trois types, trois catégories de cellules musculaires. Trois types de cellules musculaires squelettiques en se basant sur des caractéristiques structurales et fonctionnelles. Structurales, c'est-à-dire leur composition. Fonctionnelle ici, c'est-à-dire contraction. Il y en a des cellules qui se contractent rapidement et d'autres qui se contractent lentement. Il y en a des fibres qui se fatiguent vite. On distingue les fibres rouges à contraction lente, les fibres blanches à contraction rapide et les fibres rouges à contraction rapide. Tout d'abord, les fibres rouges à contraction lente, leur diamètre est le plus petit. Donc, ce sont les cellules musculaires striées squelettiques les plus petites. Elles sont très riches en myoglobine. Pour cela, sont rouges. C'est la myoglobine qui donne la couleur rouge. Sont riches en mitochondries et en enzymes oxydatives des voies aérobies. C'est-à-dire, la production de l'énergie ici se fait par respiration aérobique. Elles produisent facilement l'ATP et elles le dégradent à vitesse réduite. Donc, produisent beaucoup de l'énergie, mais utilisent cette énergie lentement. Vu qu'elle utilise cette énergie lentement, donc se contracte lentement, car la contraction a besoin d'énergie. Et quand on utilise cette énergie lentement, donc la cellule se contracte lentement. Se contractent lentement, donc sont très résistantes à la fatigue. Deuxième type, les fibres blanches à contraction rapide. Fibres blanches, c'est-à-dire pauvres en myoglobine. Ce sont de grosses cellules pâles qui contiennent une petite quantité de myoglobine et de mitochondries. Petite quantité de myoglobine, il y a une petite quantité d'oxygène vers les mitochondries. Pareil, nous avons une petite quantité de mitochondries. Donc, on synthétise une faible quantité d'énergie par les mitochondries. Une haute teneur en glycogène, riche en grains, en vacuoles, en vésicules de glycogène. Elles produisent de l'ATP par les voies anaérobies. Donc, on a faible quantité de mitochondries, شوية énergie, شوية ATP بالvoie aérobique, mais surtout
produisent l'ATP surtout par les voies anaérobies. Elles produisent de l'ATP par les voies anaérobies. مش seulement 100% par voie anaérobie, vu qu'il y en a quelques mitochondries, donc une faible quantité d'énergie est produite par les mitochondries. Mais elles dégradent l'énergie rapidement. Donc elles sont à contraction rapide et donc peu résistantes à la fatigue. Se fatiguent vite. Troisième type, fibres rouges à contraction rapide. Ont une taille intermédiaire entre les deux types. Elles contiennent une très grande quantité de myoglobine et de mitochondries. On بنرجع نحكي عن respiration aérobique. Elles produisent très facilement de l'ATP par des processus métaboliques oxydatifs, mais elles le dégradent d'une façon très rapide. فإذا بعكس أول fibre rouge à contraction lente ici produisent beaucoup de l'énergie, mais encore dégradent rapidement cette énergie. Leur vitesse de contraction est donc très élevée. Elles sont résistantes à la fatigue, mais dans une moindre mesure que les fibres rouges à la contraction lente. Donc, cellules les plus résistantes sont les fibres rouges à contraction lente. Burja, fibres rouges à contraction rapide et fibres blanches à contraction rapide. Ces types, les trois types de fibres existent dans les muscles squelettiques, mais à des proportions différentes. يعني بكل type musculaire ممكن نلاقي un groupe de fibres qui est dominant. Finalement, innervation et irrigation sanguine. Les tissus musculaires, il est vascularisé et innervé. Les tissus conjonctifs fournissent les voies d'entrée et de sortie des vaisseaux sanguins et des nerfs qui desservent les muscles. Donc, il y a un tissu conjonctif qui constitue le stroma, le support pour transporter les fibres nerveuses et les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins pénètrent dans le muscle en suivant les cloisons conjonctives du périmysium. Donc, les nerfs et les vaisseaux sanguins arrivent au niveau de l'épimysium, se ramifient avec ces ramifications et chaque ramification du vaisseau sanguin et des nerfs va dans un périmysium. Ensuite, le périmysium se ramifie en plusieurs endomysiums. Encore les vaisseaux sanguins ici se ramifient en capillaires, se divisent en de nombreuses branches et passent dans l'endomysium où s'étendent entre les cellules musculaires. Les vaisseaux lymphatiques sont limités aux cloisons conjonctives les plus épaisses. Les vaisseaux lymphatiques بنلاقيهم بالépimysium au maximum périmysium. بالendomysium ما بيوصل عندنا الvaisseau lymphatique. Ici on voit épimysium et ici la cellule musculaire, donc ici la cellule musculaire, fibre musculaire, enveloppée par endomysium. Ici plusieurs fibres. Ici nous avons un faisceau des cellules musculaires des fibres enveloppées par périmysium. Le vaisseau sanguin au nerf se ramifie et chaque périmysium prend une ramification. À son tour, périmysium se ramifie en plusieurs endomysiums. Chaque endomysium بياخد capillaire sanguin ou terminaison nerveuse. Pareil, le vaisseau sanguin pénètre, traverse l'épimysium, se ramifie en vaisseau, le vaisseau traverse le périmysium et ainsi de suite. L'innervation, finalement, بدنا نحكي عن les plaques motrices. C'est le muscle strié reçoit un ou plusieurs nerfs qui donnent des ramifications de plus en plus fines à l'intérieur de cloisons conjonctives. Chaque fibre musculaire squelettique est innervée par une terminaison nerveuse qui se termine à sa surface au niveau de la plaque motrice ou jonction neuromusculaire qui régit son activité. Tout simplement, il faut seulement savoir c'est quoi jonction neuromusculaire aux plaques motrices. C'est l'espace entre, c'est la zone entre terminaison nerveuse et surface de la cellule musculaire. La plaque motrice est la région de la membrane plasmique du muscle contenant des récepteurs des neurotransmetteurs, l'acétylcholine par exemple, qui se trouve directement en face des terminaisons axonales. شوفوا الشما. C'est la plaque motrice ici. On voit ici la surface de la cellule musculaire qui est en contact avec la fente synaptique. Ici,
cette cellule nerveuse va libérer l'acétylcholine qui va se lier à la surface et va induire une dépolarisation. L'onde de dépolarisation va circuler sur toute la membrane, va pénétrer encore dépolarisation au niveau de tubule T et de tubule T. Cette dépolarisation va stimuler les deux citernes terminales qui vont libérer l'ion de calcium. l'ion de calcium بيروح لوين اتفقنا على الساركومير يعني على الميوفيبري et celui se lie sur شوفوا هون بتلزق هيدا هون troponine C بس تلزق على troponine C va changer la position de la troponine C et tropomyosine ce qui va libérer le site de liaison. لاحظوا les deux têtes les deux chaînes légères واحدة عندها activité ATP azique والتانية هي بتعمل le pont de liaison avec le site. Après fixation ici لاحظوا شو بصير بعد الفيكساسيون بصير في عندنا changement de la forme de cette protéine va tirer l'actine vers l'intérieur. وهيدي l'opération est répétée plusieurs fois. Maintenant كل مرة بنقول لكم dernièrement l'innervation هون وبنخلص. Chaque muscle reçoit un ou plusieurs nerfs. يعني chaque masse musculaire reçoit un ou plusieurs nerfs. Le nerf traverse l'épimysium هون à la surface ont un point appelé point moteur. Par exemple, le point de contact, le point où pénètre le nerf à l'intérieur de l'épimysium s'appelle le point moteur. Le nerf chaque nerf contient des fibres sensitives, des fibres motrices et des fibres du système nerveux autonome. Donc, c'est le nerf, ensemble des fibres nerveuses qui innerve le système nerveux autonome, innerve les vaisseaux sanguins. Fibres sensitives ou fibres motrices بيروحوا على الcellule musculaire. Maintenant, l'unité motrice, c'est-à-dire un nerf avec toutes les fibres musculaires innervées par ce nerf. Donc, بنشوفون chaque nerf à ce point-là pénètre à l'intérieur, à ce point s'appelle le point moteur. وهيدا النرف forme une unité motrice avec les cellules musculaires innervées par lui. وهيك بكون خلص première partie من الشابتر.